في بنادم في بلاده محقول لا حق الضايع يجري مقهور فرطت ويطير يحرق ماشي للنور ناس أحلى ما بدأت فت في البابور. C'était qu'est-ce que peuvent faire aujourd'hui les musulmans, les hommes musulmans, pour finalement apporter un élément de protection. Que peuvent faire spécifiquement les hommes? C'est pas à moi de donner des leçons sur ce qu'il faut faire, mais il me semble que les hommes comme les femmes doivent s'unir et enfin, il me semble qu'il n'y a pas de... Enfin, j'ai peut-être l'air de botter en touche, mais quand des gens se font agresser, il me semble que le devoir de tout être humain, c'est de le défendre, qu'on soit homme ou qu'on soit femme. Et c'est vrai, ceci dit, je dis que je botte en touche, c'est que la position des hommes, elle n'est pas nécessairement facile. Là aussi, il y a des choses très intéressantes et vertigineuses qui sont dites là-dessus dans les filles voilées par certaines des femmes qui témoignent. C'est que la stigmatisation, elle force la personne stigmatisée à être sans arrêt réflexive. C'est-à-dire, dès qu'on a une impulsion qui nous pousse à faire quelque chose, à se demander d'abord comment ça va être perçu. Est-ce qu'on va être encore en train de dire le musulman fait ci ou la musulmane fait ça? Une des femmes dans le livre que j'ai interrogé parle très bien de ça, parle de ce type de casse-tête, et par exemple sur la question des agressions justement, elle dit qu'elle s'est fait plusieurs fois agresser dans des réunions publiques de débat où elle essayait d'aller apporter la contradiction, au point que son mari lui a proposé de l'accompagner, c'est-à-dire de faire ce que n'importe quel mari, musulman ou pas, ou même ami, ou même frère, tout simplement, voilà, proche, et qui se justifie parfaitement quand on a déjà été agressé quelque part, et elle dit qu'elle a préféré le risque de se faire à nouveau agresser que le risque de continuer d'entretenir l'image de la femme qui ne peut pas se déplacer, la musulmane qui ne peut pas se déplacer sans son mari. C'est-à-dire que le poids du stéréotype et de la stigmatisation est tel que même les réflexes les plus universels et les plus comment dire, basiques, hein, de se faire accompagner quand on a déjà été agressé quelque part, deviennent des problèmes et des questions. Donc du coup, pour les hommes aussi, ça se pose. C'est aussi une des choses qui a émergé dans ce livre, Les filles voilées pas, c'est que parfois, c'est sur le mari, ce que racontent les femmes voilées, c'est que finalement leur mari leur sert parfois dans certains univers sociaux de paratonnerre par rapport au mauvais regard. Quand elles sont seules, c'est sur elles, hein, espèce de vilaine femme aliénée, etc. Mais quand elles sont avec leur mari, c'est le mari, espèce de voileur de femme. Donc évidemment, du coup, pareil, un homme musulman qui soit mari, frère ou simple ami de la personne voilée, de la même manière, pour lui, cette chose élémentaire qui est de venir aider quelqu'un qui est en train de se faire agresser, eh bien, va être amené à se poser à la question de la réception à travers un filtre, une grille de lecture islamo-centrée et islamophobe de son acte. Donc voilà, ça c'est juste une difficulté, mais qui j'ai dit ça, j'ai rien dit, qui n'empêche pas la nécessité, malgré tout, encore une fois, qu'on soit homme ou femme, de par tous les moyens respectables de tout faire pour se défendre, tout simplement. Ouais, alors moi, juste par rapport ils sont où les hommes musulmans, je te rejoins, je vais essayer de prendre encore une fois un exemple concret pour te donner un petit peu la manière d'agir pour pouvoir contrer l'islamophobie qui vient d'être très bien rappelée, et même au-delà de l'islamophobie, pour pouvoir imposer à la classe politique française des principes sur lesquels ils doivent se positionner et qu'ils doivent défendre, que ce soit l'islamophobie ou même quelque chose d'absolument important pour moi, enfin je pense pour plusieurs d'entre nous, la question palestinienne et la justice face au drame palestinien. Dans le sud de la France, il y a une ville, je tairai les noms, mais en tout cas des gens que je connais, qui, lors d'une célébration du conseil municipal, quant à vote sur le fait de signer un jumelage entre la ville en question et une colonie israélienne,
les jeunes sont descendus au conseil municipal et ils sont descendus à 40. Le conseil municipal devait signer le jumelage entre la ville en question et une colonie israélienne. Ils sont descendus à 40 et le conseil municipal a commencé à être surpris de voir 40 jeunes de banlieue descendre et ils se demandaient ce qui allait se passer. Les frères ont été dignes, une personne a parlé et on dit au maire, si jamais vous signez cette convention avec une colonie israélienne, demain nous vous sanctionnerons politiquement. Alors les deux partis, UMP et PS, étaient d'accord pour le signer. Quand ils ont vu 40 jeunes débarquer, avec ce discours digne, respectueux, responsable, la personne de l'opposition, qui devait normalement être en accord avec le jumelage, a commencé à dire « Ah oui, mais non, là, d'après ce que dit le jeune, il a raison, c'est vrai qu'il y a une situation d'occupation, etc. » Et le maire en question, le maire UMP, qui était pour signer le jumelage en question, dès que les jeunes ont parlé, il a vu 40 voix derrière le frère, et il a dit « Ah oui, mais finalement, également, il va peut-être falloir se reposer la question, de reconsidérer la situation, etc. etc. » Donc vous avez vu qu'en l'espace de quelques minutes, le fait d'agir et d'utiliser le bulletin comme arme de vote pouvait faire basculer une décision à la fois sur la Palestine, mais la même chose concernant l'islamophobie. C'est-à-dire que toute cette classe politique qui surfe, toutes les expressions que vient de rappeler M. Thévagnan, l'industrie de la peur, qui joue sur la stigmatisation des musulmans, si on n'a pas compris que politiquement il fallait les sanctionner pour pouvoir traduire notre exaspération demain en 2012 comme demain en 2014, on n'a rien compris. Et je suis d'accord avec toi, c'est vrai que nous, les hommes musulmans, on subit très peu cette islamophobie que subissent beaucoup de femmes voilées, les regards méprisants, les discriminations, etc., etc. Mais si on n'a pas compris le fait d'intervenir sur cette question politique pour pouvoir exprimer politiquement notre désaccord, notre désarroi, on n'aura pas compris. Donc j'espère que aux élections de 2012, mais surtout aux élections de 2014, au niveau local, où il y a des marges de manœuvre réelles pour pouvoir imposer un autre discours et un autre traitement, j'espère qu'on sera de plus en plus nombreux. Et je suis persuadé que ça arrive, ça avance, c'est dans, mais demain, Inch'Allah, en 2014, les choses changeront, Inch'Allah. Ouais, donc qu'est-ce que vous pensez de cette angle d'attaque sur le fait d'assommer en fait l'animal avant de sacrifier? Merci. Il était bien le micro et là. Salam alaikum. Les hommes politiques et d'une manière générale les intellectuels se focalisent sur l'islam, sur ce que ça peut représenter en termes de danger pour la société française. Enfin, c'est comme ça qu'ils s'expriment en tout cas. Ma question, elle est précise, c'est de savoir est-ce que dans la société française il n'y a plus de questions majeures à se poser, à débattre, pour pouvoir se focaliser que sur l'islam et principalement sur l'islam? Oui, bonjour. Ce que je voudrais poser comme question, c'est parce que, en fait, quand on parle du phénomène d'abstention, en fait, on constate que c'est aussi, elle est particulièrement concentrée dans les classes populaires, et pas seulement musulmanes, et que aussi les élections sont concentrées sur les élections présidentielles, qui sont très personnalisées, et beaucoup moins sur les législatives, qui laissent plus de place au programme. Et c'est là, je pense, qu'il faut réfléchir, c'est-à-dire que quand on parle par exemple du vote juif, on parle d'un vote qui est centré sur des intérêts spécifiques juifs. Les musulmans devraient, à mon avis, avoir un tout autre attaque, c'est-à-dire que l'islam a des choses à proposer à l'ensemble de la société française, pas forcément aux gens de se convertir, c'est pas ça la question, mais je pense que l'islam a des projets de société sociale, économique, écologique, internationale. Bon, la question de la Palestine, bien sûr, mais la question de la justice internationale partout dans le Sud, pour des pays musulmans ou non musulmans. Et donc, je pense que c'est là où il faudrait intervenir. C'est que les musulmans ont un projet de société à proposer à l'ensemble des Français. Qu'est-ce que vous pensez? Alors, concernant la première question, qui était sur le nouvel angle d'attaque sur la viande halal, effectivement, il n'est pas tout à fait nouveau. Là aussi, je vais faire un petit peu de pub sur le site Les mots sont importants. On avait publié un texte là-dessus, parce qu'il se trouve que moi, je pense que la question de la condition animale, c'est une vraie question. Mais justement, là aussi, il se passe la même chose que sur la liberté d'expression, la laïcité et le féminisme. C'est-à-dire qu'évidemment, des gens qui ne se sont jamais de leur vie posé la moindre question sur la souffrance animale, effectivement, deviennent du jour au lendemain de fervents antispécistes, puisque c'est comme ça qu'on dit, hein, comme ils sont devenus de fervents antisexistes, de fervents laïcs et de fervents libertaires, à chaque fois qu'il y avait des musulmans dans la ligne de mire. Donc effectivement,
ce qui est important là, c'est que l'ensemble des groupes existants et militants sur ces causes, de longue date et de bonne foi, fassent ce qu'ont plus ou moins fait, et parfois malheureusement moins que plus, les groupes féministes quand on a instrumentalisé leur cause, les laïcs de longue date quand on a instrumentalisé leur cause, les libertaires de longue date, les ennemis de la censure, quand on a instrumentalisé leur cause, c'est-à-dire qu'ils se positionnent clairement et qu'ils disent pas en notre nom. Pas en notre nom la stigmatisation des musulmans, parce que les musulmans, leur mode d'abattage des bêtes, on les combat absolument au même titre que tous les autres formes de mode d'abattage ou de mode d'élevage qui sont infligés aux animaux, halal ou pas halal, et en l'occurrence même ce que disent les quelques amis que j'ai qui sont engagés dans ces combats-là, c'est que ce n'est rien du tout en termes de cruauté infligée aux animaux. Il y a de très très loin bien pire qui se passe sur le sol du pays, qui n'est pas du tout halal, qui n'est pas du tout, qui est tout à fait laïque et qui est beaucoup plus monstrueux encore en termes de souffrance infligée aux animaux. Voilà la première question. Sur la seconde question, l'idée d'une diversion, effectivement, oui, c'est vrai que c'est frappant, on a l'impression. Sartre disait dans les réflexions sur la question juive, un des bénéfices subjectifs du racisme, c'est, il y en a beaucoup, c'est qu'on se trouve évidemment sa distance de réfléchir, il y a une solution, il y a une cause et donc une solution à tous les problèmes, c'est qu'on narcissiquement c'est très, ça permet à bon compte de se sentir membre d'une élite sans avoir aucun gage à donner, puisqu'on a la bonne naissance. C'est aussi un moyen de se sentir héroïque sans avoir à l'être, puisque on investit d'une toute puissance le juif, aujourd'hui le musulman, mais on sait au fond de nous-mêmes que on combat en vérité un ennemi qui est socialement désarmé par rapport à nous. Et enfin, la dernière formule, c'est un moyen de croire que le monde est bien fait, effectivement, puisque si tout est la faute du musulman ou du juif, à l'époque où Sartre écrit sur l'antisémitisme, ça veut dire que le monde en lui-même n'est pas travaillé par des contradictions profondes, des problèmes structurels. C'est juste que c'est une machine bien faite, mais dans laquelle il y a un grain de sable qui s'appelle tantôt le juif, tantôt le musulman. Mais il suffirait de s'en débarrasser et effectivement tout irait bien. Et effectivement c'est drôle de voir, drôle et tragique en même temps, de voir comment, là on va fêter le premier anniversaire de Fukushima, de voir comment cette question-là, par exemple, cette menace-là, a été complètement enterrée, et comment on a l'impression, encore une fois, qu'une femme voilée est plus radioactive qu'un accident nucléaire. Donc effectivement, il y a une métaphore, je finirai là-dessus, et voilà, les métaphores, elles aident à penser. L'écran de fumée. C'est vrai que c'est un écran de fumée, l'islamophobie, mais il me semble important de reprendre cette métaphore, mais de la filer, c'est-à-dire qu'elle est un écran de fumée, c'est-à-dire qu'elle masque pour tout l'électorat non musulman de vrais problèmes, de chômage, de précarité, de destruction des services publics, de dangers écologiques et autres. Mais comme toute fumée aussi, elle est toxique. Et elle ne fait pas que masquer de vrais problèmes qui sont les vrais problèmes des non-musulmans et que partagent évidemment les musulmans, de chômage, de pauvreté, de précarité, de logement, de santé, etc. Mais la fumée, encore une fois, donc, elle fait écran, c'est un écran de fumée, elle masque, elle empêche de voir les problèmes, mais elle en crée aussi un autre, parce que c'est une fumée toxique qui empoisonne l'existence d'une partie de la population, et qui est en l'occurrence la partie musulmane. Oui, alors, je vais essayer de répondre aux trois questions en même temps. Alors, le halal, en fait, comme il vient d'être dit, c'est que la énième diversion, parce qu'après le hijab, le niqab, la polygamie, les civilisations, les minarets, etc., on va utiliser la énième diversion stratégique pour éviter de poser des questions de fond. C'est l'arbre qui cache la forêt, une classe politique incapable de pouvoir répondre aux véritables questions
d'éducation, de résolution de la crise, etc., de pouvoir d'achat. On va essayer d'utiliser ces diversions stratégiques autour de la question musulmane pour pouvoir, encore une fois, être en mesure de cacher le fait qu'on est incapable de répondre aux vraies questions des Français. Donc il est là, donc on va nous sortir quotidiennement, hebdomadairement, comme ça a été dit depuis tout à l'heure, des réflexions, des manipulations, des instrumentalisations pour mieux nous stigmatiser. Et plus on tape sur les musulmans, plus ils s'abstiennent. Tu vois, plus on tape sur nous et plus on s'abstient. Donc ils se disent, on va continuer à les taper, ils vont continuer à s'abstenir. Ça veut dire que pour eux, mieux vaut continuer à utiliser ces manipulations parce qu'en face, il n'y a pas de réponse. Or, si on ne comprend pas l'importance de la réponse électorale, on est foutu. Et quand je prends tout à l'heure l'exemple de Vigneux sur la question palestinienne, pour moi, il résume tout. Imaginez-vous Vigneux, non seulement, enfin la ville c'était Vigneux, j'ai fini par le dire, par rapport à ces 40 jeunes. Imagine-toi, ça se passe à Vigneux, à La Courneuve, à Aubervilliers, à Saint-Denis, à Roubaix, partout en France. C'est la classe politique française qui risque de subir un bouleversement tectonique. Ça veut dire qu'on va commencer à comprendre qu'on est des citoyens français, musulmans, qui exigent le respect. Et ce qu'on veut, c'est un islam de la soumission, un islam qui reste finalement colonisé, un islam, comme dirait M. Sarkozy, épicé. Et nous, ce qu'on souhaite donner, c'est un islam de la dignité, un islam de la résistance, un islam de la contribution, un islam qui soit force de proposition, mais un islam qui se lève quand il est question de loi islamophobe, un islam qui se lève pour exiger la justice internationale, un islam qui questionne le Parti socialiste quand il nous interdit il y a 2 jours une conférence avec Tariq Ramadan, un islam qui exige du Parti socialiste ou qui le sanctionne même, quand M. Fabius va il y a 3 semaines serrer la main à des criminels de guerre. Mais quand ils ont en face d'eux une communauté musulmane dont la carte de l'abstention est sensiblement la même que la carte de la présence musulmane, ils se disent on n'a qu'à taper sur eux et ils finiront par ne jamais réagir. Donc la cause de tout ce qu'on parle tout à l'heure, j'ai plus envie de parler d'eux, c'est d'abord nous. Parce que comme disait Ben Nabi, rahimahullah, on a été colonisé parce qu'on a été colonisable. Et là, on est méprisé parce qu'on est méprisable. Alors à nous de changer notre condition, de revenir, de travailler dans les quartiers et d'utiliser l'arme du vote comme une arme de sanction. Aujourd'hui, il faut sanctionner toute cette classe politique et essayer d'envisager des manières, à partir de 2014, d'être maintenant des gens qui veulent jouer dans la cour des grands. On en a marre de cette manipulation, de cette stigmatisation à outrance. Ça passe par le vote et ça passe, Inch'Allah, demain par être des arbitres et par être des contributeurs. Bonjour, oui, je suis un des anciens vieux piliers de cette université. Bref. En fait, on avance dans le débat là, à travers les questions qui viennent d'être posées. Les 2 questions précédentes me parlent beaucoup. Il se trouve qu'en venant depuis loin en voiture, j'ai entendu toute une émission de France Inter sur les banlieues, avec le collectif C'est le Feu notamment, avec, comment s'appelle-t-il, Jérémy Robin, avec Roland Castro. Et en fait, la question qui était posée, c'est celle de la ghettoisation des banlieues. Et donc, moi, je poserai la question du recouvrement de la question. Alors, évidemment, il y a une partie qui ne se recouvre pas. Tout ce qui est islamophobie, c'est spécifique. Mais tout ce qui est l'exclusion par rapport à l'emploi, le problème de logement, le problème de la santé, le problème des services publics, etc., c'est pas spécifique. Et je me pose la question, quand on vote, moi, ça m'inquiéterait qu'il y ait un vote musulman. Moi, je pense que le vote, il est citoyen. N'importe quel citoyen, fut-il ou non musulman, doit dénoncer l'islamophobie. Pratiquement, concrètement, politiquement, par son vote, etc., etc. Mais tout musulman est citoyen de la nation. Et il doit s'intéresser, moi, si par exemple on boycotte tous les hommes politiques, moi j'ai pas envie de me retrouver avec Sarkozy, je le dis, je n'aime pas Hollande, je le dis aussi, mais entre 2 mots, choisir le moindre, ça c'est une chose. Et je peux comprendre un appel à vote blanc. C'est le Feu va faire une campagne sur appel à vote blanc, je peux comprendre. Sortir l'abstention, vous avez totalement raison. Mais dire ils sont tous pareils, et c'est les mêmes, moi, j'ai pas le bon choix en face de moi. Quand je vais mettre mon bulletin, j'ai pas le bon choix. Mais je sais ce que je veux plus, ça c'est sûr. Et quand même si la gauche est vraiment pas glorieuse et s'est laissée contaminer par le virus de l'islamophobie, ça j'en suis tout à fait d'accord, il n'en demeure pas moins que toutes les lois récentes, elles ont été prises quand même par la droite. L'arbitrage, c'est comme l'Assemblée nationale, c'est à droite. Donc, la gauche, il faut la harceler, il faut la piquer, il faut la réveiller. Je suis tout à fait d'accord avec ça. Il faut, voilà. Bon, voilà. C'est tout. Enfin, ça me paraît important de voir que, par exemple, Tariq Ramadan, qui viendra tout à l'heure, a souvent parlé de déreligiosiser, vous l'avez compris, la question sociale. Donc, cette question, elle est énorme.
elle est énorme. La question de l'emploi, la question de toute cette exclusion, toute cette ghettoisation, c'est énorme. Et donc, ça concerne tout le monde. Est-ce que vous, collectif des musulmans de France, ne pouvez pas travailler avec Asile le Feu? C'est une question bête, hein, mais voilà. Salam alaikum. Voilà, vous avez évoqué l'absence des musulmans dans les élections et plus globalement dans la action politique. Mais le problème ne viendrait-il pas des institutions musulmanes et des médias qui encouragent une certaine stérilité? Il y a UCRIF et nous avons le CFCF. Ça veut tout dire. On a eu plusieurs médias qui ont relayé des SMS sur le net. Combien d'entre nous les avons reçus? Combien d'entre nous les avons transmis? Et finalement, ça servait à quoi? En plus, pour les interpeller le CFCF à agir. Donc limite, ça voudrait dire reconnaître le parachutage politique qui a eu lieu. Donc ça, c'est scandaleux de voir les médias musulmans encourager des actions stériles, mais également des institutions politiques à sensibilité musulmane à ne rien faire. On a les mêmes problèmes depuis 30 ans, on a des institutions qui sont là depuis 30 ans, on a toujours les mêmes problèmes. Le halal, le voile, etc. Donc ma question c'est, finalement, est-ce que le problème ne vient pas des médias et des institutions musulmanes? Bonjour, je suis lycéenne. Tout à l'heure vous avez parlé du vote qui était un moyen prépondérant pour porter le pouvoir. Mais vous n'avez pas insisté sur l'engagement politique, parce que moi je ne peux pas voter, mais je peux m'engager. Je voudrais savoir comment on peut s'engager sans se faire stigmatiser, marginaliser ou instrumentaliser. Voilà. Comment on peut avoir un vrai poids à l'échelle nationale? Je vais être bref. Sur le, alors, je m'excuse à l'avance si j'ai oublié de répondre à certaines questions. L'idée que ce seraient tous les mêmes ou pas, moi aussi, hein, je suis pour une approche nuancée des choses, mais comme là on parlait d'islamophobie, sur beaucoup de sujets, malheureusement sur beaucoup de sujets, si on prend les deux candidats UMP, Sarkozy, beau lapsus, Hollande, Sarkozy ou PS, UMP, il n'y a pas que sur l'islamophobie, malheureusement, qu'il y a une proximité. Mais en tout cas, sur l'islamophobie, voilà, la proximité est encore plus forte, quoi, est encore plus étroite. Sur beaucoup d'autres questions, il y a une lamentable proximité. Ça n'empêche pas, effectivement, qu'il y a des nuances, qu'il n'y a pas que ces deux candidats aussi, et qu'effectivement, l'islamophobie n'est pas le seul sujet le seul sujet de préoccupation à avoir. Malheureusement, il y a d'autres menaces, effectivement, mais voilà, c'en est une très importante. Voilà. Donc c'en est une très importante parmi d'autres. Et effectivement, sur les autres, il y a des candidats qui proposent plus et qui prennent des positions beaucoup plus justes et beaucoup plus appréciables que d'autres. Mais voilà, malheureusement, si j'ai pu ou si on a pu donner l'impression qu'on disait tous les mêmes, c'est que malheureusement, sur l'islamophobie, de Poutou, justement, à Marine Le Pen, il y a des nuances, mais on aimerait qu'il y en ait quand même qu'il y ait plus que des nuances, voilà. Et que jusqu'à présent, il n'y a qu'Eva Joly qui a fait entendre une petite musique différente dans une symphonie islamophobe. Et même la petite musique d'Eva Joly, c'était de proposer un changement de calendrier pour rendre le calendrier catholaïque français un peu moins catholaïque et un peu plus laïque, hein, justement, en équilibrant, justement, en donnant une visibilité et une présence à d'autres jours fériés, ce qui est une excellente mesure. Mais là aussi, cette petite musique, on aurait pu, par exemple, attendre que ça aille un peu plus loin et que l'urgence d'annoncer clairement qu'on va abroger les lois anti-foulards passait avant en termes d'urgence, même si, encore une fois, ce qu'elle a proposé, je le signe à 100%. Mais voilà, je donne cet exemple pour dire que
voilà, on est vraiment là dans la culture des petites différences, quoi. Quand la seule petite voix discordante, non islamophobe qu'on entend dans une campagne parmi tous les candidats, c'est cette petite chose, qui est une bonne chose, mais qui est une petite chose, on peut, voilà, la formule tous les mêmes, au moins sur cette problématique-là, malheureusement, elle s'impose un petit peu. Voilà, sur les autres questions, je vais pas répondre parce que je parle déjà depuis longtemps. Juste 2 mots sur la nécessité de déconfessionnaliser, bien sûr. Je suis d'accord avec 100% avec Tariq Ramadan là-dessus, mais je suis d'accord aussi avec lui, je pense qu'il serait d'accord avec moi, en tout cas, pour dire que quand on parle d'islamophobie, par contre, on est dans une approche politique absolument laïque et déconfessionnalisée, puisqu'on parle de racisme et pas du tout de religion. Et enfin, comment s'engager sans se faire marginaliser, stigmatiser, instrumentaliser? Je n'ai pas la solution, mais la seule réponse que je pourrais faire, c'est qu'il faut s'engager quand même, et donc c'est-à-dire s'exposer en faisant gaffe à soi, mais effectivement, au risque de la marginalisation et de la stigmatisation. Il est clair que par exemple, parmi les musulmans, ceux qui se font le plus stigmatiser comme intégristes ou comme communautaristes sont non pas ceux qui auraient les positions les plus réactionnaires, non pas ceux qui auraient justement les positions les plus communautaristes, au sens justement de ne défendre qu'une seule communauté ou de réclamer un régime de droit particulier pour une communauté, mais justement ceux qui le sont le moins d'une certaine manière, c'est-à-dire ceux qui se bougent, qui se rendent visibles, qui s'organisent, qui se regroupent, mais pour demander les mêmes droits que les autres. Donc par définition, effectivement, plus vous l'ouvrez, plus vous vous engagez, plus vous êtes intransigeant sur la défense, encore une fois, de la stricte égalité des droits, plus effectivement, et ça dans l'histoire, les exemples abondent, plus on va vous mettre des bâtons dans les roues, donc vous stigmatiser, vous marginaliser, vous instrumentaliser. La seule réponse que j'ai, c'est qu'il faut le faire quand même en se défendant, là encore. Donc succinctement, alors je suis pas très d'accord de dire qu'il y a beaucoup de différences entre l'UMP et le PS et que les lois ont été votées islamophobes sous direction ou sous mandature UMP. Je rappelle que c'est l'UMP qui a proposé la loi de 2004 et que c'est le PS qui l'a signée, que c'est l'UMP qui a proposé la loi sur le niqab et que c'est le PS également qui l'a signée, que la commission parlementaire sur le niqab était dirigée par André Gérin, quelqu'un du Parti communiste. Donc pour moi, sur cette question, j'ai pas de nuance, c'est du pareil au même. Et qu'il y a 2 jours, quand on est interdit à Lille pour pouvoir débattre avec Tariq Ramadan, c'est une mairie PS de Lille qui nous l'interdit. Donc sur ce coup, c'est, excusez-moi, du pareil au même. Travailler avec Asset-Feu, pourquoi pas, et d'autres associations sur le terrain, à partir du moment où ils refusent la récupération politique, parce que là, on entre dans la compromission. Et nous, ce qu'on veut, c'est travailler avec des associations de terrain qui restent dignes et qui exigent un certain nombre de respect, de principes qui nous rejoignent. On n'est pas là pour défendre uniquement les musulmans, on combat un racisme, comme ça vient d'être dit, et ça a été la position du collectif des musulmans de France depuis le départ. Mon frère, je vais poser une question à tout le monde, qui croit encore au CFCM? Merci. Levez la main ceux qui croient encore au CFCM. C'est fini, j'ai même plus envie d'en parler, de consacrer les 10 secondes. Donc le CFCM, c'est même plus la peine d'en parler. Par contre, mon frère, pour le coup, un peu de nuance. Tu peux pas mettre sur le même coup ou sur le même plan le CCIF et le CFCM. Tu peux pas mettre sur le même pied d'égalité le CMF et David Boubacar. Par contre, là, ce qu'il peut faire concrètement et agir, c'est qu'il y a des associations sur le terrain. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce qu'il y a? Je fais la promotion de la mienne, le CMF ou d'autres comme le CCIF. Elles ne demandent qu'à être renforcées par des gens comme vous et moi, parce qu'on est conscient et qu'on est d'accord sur l'essentiel. Le problème, c'est qu'on est 5, 10, 15, 20 à travailler à chaque fois. Et mon frère, attends, il y a tellement d'enjeux, tellement de défis, tellement de choses à faire qu'on aimerait bien avoir beaucoup plus de souffle, d'énergie et de réunir et d'harmoniser les efforts des uns et des autres. Et pour pouvoir finir sur ta question, le fait de recueillir des doléances, c'est pas le Moyen-Âge. C'est juste le fait d'essayer de donner à la communauté musulmane l'occasion de reprendre et pouvoir lister un certain nombre de revendications qui viennent de la base et de les présenter aux candidats et de leur demander de se positionner. On ne va pas s'arrêter là. Moi, je t'ai parlé de 2014. On va leur dire, vous allez nous donner votre avis sur telle question, en commençant par l'islamophobie, et nous, ensuite, on se positionnera, et on le sait dès le départ, et on sanctionnera, ici comme ailleurs, tous ceux qui se font le jeu d'un raciste, parce que l'islamophobie est un raciste, et un parti
qui est pour l'islamophobie, pour moi, il ne peut pas représenter la justice sociale, la dignité, l'égalité et les principes républicains. C'est pour ça que je ne me reconnais pas dans la classe politique actuelle. Alors, une autre chose qui un peu moins résume un peu tout, et je rejoins la question de la lycéenne, c'est qu'en fait, moi, alhamdoulilah, j'ai l'occasion de faire un certain nombre de villes de France et je sens qu'il y a de plus en plus de jeunes musulmans qui n'ont qu'une envie, c'est de s'engager. Il y a quelque chose qui bouillonne à l'intérieur et ce qu'on souhaite faire, c'est de traduire un peu ce bouillonnement au niveau politique pour pouvoir leur donner la traduction en termes électoraux. Seulement, il y a des gens ici en France qui font tout pour maintenir, par le biais de la stratégie de l'ignorance et par le biais de l'islam de la soumission, le fait qu'on reste asphyxié. Tu vois, ils veulent neutraliser ce bouillonnement de la base pour éviter de poser de vraies questions. Et en fait, in fine, tu sais qui a intérêt à ce que la communauté musulmane reste dans ce marasme? C'est un petit peu l'État israélien. Parce que Netanyahou, il a donné 3 menaces stratégiques pour Israël. L'Iran, des organisations comme le Hamas et le Hezbollah, et toute cette population musulmane qui, demain en France, sera amenée à exiger des partis politiques traditionnels et de l'État français qu'ils changent la position à l'égard de l'injustice flagrante des Palestiniens. Et en fait, c'est Pierre Lelouch qui l'a dit. Il a dit la population musulmane en France va amener l'État et des partis politiques traditionnels à changer leur positionnement vis-à-vis d'Israël. Et ça, Israël ne supporte pas. C'est pour ça qu'ils font tout pour pouvoir maintenir cet islam de la soumission. Et ils ont même été tellement loin qu'à la fin, tu as des mosquées, et le lien il est tout fait, qui sont non plus dirigés par des consulats, non pas soumis aux autorités politiques, mais qui se font téléguider par le CRIF. Et vous voyez qui je parle à Drancy. Et ça, ce qu'il faut, nous, c'est refuser cet islam de la soumission pour passer à l'islam de la résistance et entretenir, parce qu'à la fin, ce qu'il faudra, la lycéenne, là, je pense qu'elle a un rôle à jouer comme nous tous, ce travail d'éducation, de formation, parce que former des citoyens musulmans engagés, conscients de tout ce qu'on vient de dire, c'est pas évident. Mais alhamdoulilah, c'est notre action et on est dans la bonne voie. Moi j'ai une question à Nabil, c'est un polyglotte. Quel est le poids agrégé du vote qu'on peut qualifier de musulman en France aujourd'hui? Ça représenterait quoi en termes de chiffrage, pourcentage? La question est compliquée parce qu'en face du vote et en face du politique, tu as énormément de rapports. Tu as des gens qui votent pas par principe. Tout le monde vote. Pardon? C'est tout le monde vote. C'est-à-dire le vote climat. Si tout le monde votait, tu as des millions. Tu as des millions je veux dire, je ne peux même pas le quantifier, mais en tout cas, c'est beaucoup. Mais la question, à la limite, c'est pas tant dans la quantité, c'est dans la qualité. Quand je parlais tout à l'heure, l'année dernière, par rapport à Brignoles, je veux dire, c'est une famille musulmane qui a la capacité de pouvoir basculer toute une élection et d'avoir la puissance de l'arbitrage. Mais non pas, et là je suis d'accord, pour pouvoir commander une mosquée par-ci ou quelque chose par-là, pour exiger des principes citoyens et les principes de respect, de dignité, d'égalité et de liberté. Quand il s'agit de donner une mosquée, je ne vais pas la demander en tant que musulman, je vais demander en tant que citoyen. Et toi, en tant que maire, tu as l'obligation de me la donner. Pas parce que tu me fais plaisir, c'est parce que tu es obligé de le faire. C'est la Constitution qui te l'impose. Et ça, sur ce coup, je peux être en accord et je peux le faire de manière globale et en partenariat avec, effectivement, avec beaucoup de non-musulmans. Mais la question, c'est pas tellement dans la quantité, mais franchement dans la qualité. Et puis, de toute façon, tu ne pourras pas avoir tous les musulmans inscrits dans un même parti, ou en tout cas, tu as une pluralité de rapports aux politiques. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ceux qui sont conscients, qui partagent un peu ce qu'on vient de dire depuis le départ. Et rien que ça, ça va nous permettre de faire beaucoup de bien à la communauté et à la France en général. Donc, merci Nabil. Donc, les interventions touchent à leur fin. Je rappelle Nabil et Nasri et Pierre Tavignon, on les remercie d'être venus.